Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et en ce début d'année, on vous parle allocation d'actifs avec vous, Geoffroy Lenoir, bonjour. Bonjour David. Co-directeur des gestions chez Ophi Invest AM. Alors après une année 2023 qui a été bonne, il faut le dire, sur les actions, même si ça venait aussi corriger 2022, c'est bien de le rappeler, puis le retour des obligations comme moteur, comme source de performance, est-ce que 2024 est sur la même tendance ou pas ? Alors 2024 s'annonce plutôt être une année, on va dire, de normalisation, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque maintenant on a des taux qui sont plus élevés, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Alors, on a des taux directeurs qui sont à 4% pour la Banque Centrale Européenne, et ça permet vraiment de diversifier son épargne aujourd'hui et d'avoir un peu plus de visibilité sur cette année 2024, surtout en termes de croissance, en termes d'inflation. En zone euro, on a une croissance certes qui est faible, qui devrait être autour de 0,6 cette année, et une inflation, par contre, c'est ça la bonne nouvelle, qui rentre un peu dans le rang, avec une inflation qu'on attend autour de 2,5 cette année. Donc voilà, et plutôt une normalisation qui est plutôt un bon signal pour les investisseurs, qui redonne un peu de visibilité. Les taux d'intérêt qui sont toujours rémunérateurs, mais qui le sont moins, qui devraient l'être moins, puisque 2024, c'est l'année, a priori, sauf choc, où les banques centrales devraient baisser leur taux directeur. Ça ne change pas un peu la donne par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant là ? Alors ça change un peu la donne, mais en fait c'est une bonne nouvelle aussi, puisque les investisseurs s'attendent à un peu plus d'assouplissement monétaire. Il y a eu beaucoup de restrictions, de resserrement monétaire au cours de 2022-2023. On est sur une année où finalement les banques centrales devraient assouplir leur politique monétaire. Ça veut dire redonner un petit peu de confiance également aux investisseurs, permettre au marché actions également de se, on va dire, projeter sur des taux d'intérêt un peu plus bas, et en fait ça remet un peu de confiance dans le marché. Donc on se dit, au vu de ce que vous venez de nous dire, que 2024, pour 2024, vous préférez plus les actions que les obligations? Non, j'ai mal compris. Alors en fait, il y a eu un parcours des marchés actions qui a surpris quand même pas mal d'investisseurs l'année dernière. 2023, finalement, ça a été une très bonne année pour les marchés actions. Après, le Nasdaq a juste retrouvé son niveau de 2 ans auparavant. Voilà. Oui. Non, mais voilà. Ça dépend de l'échelle de temps qu'on regarde, mais bien évidemment, sur 2023, on a eu une fin d'année assez phénoménale. Sur les 2 derniers mois de l'année, on a eu un rallye action, comme on dit, une performance des marchés actions très forte. Et c'est vrai que par rapport à ça, on peut se dire qu'il peut y avoir un peu de respiration. C'est vrai que le marché aime bien respirer de temps en temps, ça veut dire corriger à la baisse, c'est simplement ça. Ça veut dire qu'on peut avoir peut-être des opportunités pour se repositionner sur des niveaux plus bas sur les marchés actions, mais sur l'ensemble de l'année, on a un peu plus de visibilité et on peut s'attendre à ce que les marchés actions finalement fassent une performance positive sur l'ensemble de l'année. Alors bien évidemment, il ne faut pas regarder que les gros indices. Quand on parle des marchés actions, en général, on parle du CAC 40, notre fameux indice boursier français. On peut parler de l'indice européen, l'Eurostoxx, mais aussi des indices plus globaux, et notamment regarder ce qui se passe aux États-Unis. Donc préférence ou pas alors pour crédit, action, ou pas de préférence d'ailleurs? Alors une petite préférence quand même pour le marché obligataire dans son ensemble. Donc que ce soit les obligations souveraines, les obligations qu'on appelle crédit, donc les dettes des États, d'un côté les dettes des États, mais aussi les dettes des entreprises du secteur privé, que ce soit, alors on distingue souvent les entreprises du secteur privé de bonne qualité et celles qu'on appelle plus spéculatives, du haut rendement. Donc c'est vrai qu'on va avoir une préférence pour ces dettes-là, pour ces dettes du secteur privé, donc soit de bonne qualité, puisqu'en fait elles offrent un intérêt, c'est qu'elles ont des durations plus longues que les dettes. Duration, rappelez ce que c'est. Voilà, une duration, c'est la maturité, l'échéance de la dette. Donc une échéance sur le secteur, on va dire, de la dette du secteur privé va être autour de 6 ans alors que pour le haut rendement, on va être plutôt sur du 3-4 ans. Donc c'est un facteur important puisqu'on l'a dit, les taux directeurs peuvent baisser, les taux longs devraient, eux, pour nous, se stabiliser et donc on peut avoir du rendement sur cette classe d'actifs. Et ça, c'est intéressant. En diversification en particulier. Après, si on regarde les secteurs, en lien avec l'émission, bien sûr, les secteurs qui sont à privilégier en lien avec les enjeux liés à la transition énergétique, que ce soit d'ailleurs en obligation, en action. On fait quoi quand on est investisseur responsable et qu'on veut avoir, encore une fois, minimiser son empreinte environnementale, faire attention au climat, respecter le pilier S social? C'est très important et il y a plein d'enjeux à tous les niveaux, dans toutes les classes d'actifs, et on ne les aborde pas forcément de la même façon selon les classes d'actifs. Si on reprend sur la classe d'actifs obligataire, c'est vrai qu'on a déjà un peu plus de visibilité sur la réglementation, puisqu'on a tout un phénomène de réglementation qui se met en place et qui se développe à une vitesse
assez importante, surtout en Europe, puisque l'Europe est assez précurseur sur la réglementation des enjeux en termes ce qu'on va appeler d'environnement social et de gouvernance, et tout ce qui va être lié à la transition climatique. Donc sur le crédit, on a plus de visibilité par rapport à tout ce qu'on appelle la taxonomie, comment est-ce qu'on peut classer les obligations, les émetteurs, les sociétés par rapport à leur trajectoire en termes de transition, on va dire climatique ou énergétique. Et par rapport à ça, en fait, il y a des obligations qui sont assez intéressantes à regarder, c'est ce qu'on appelle les obligations vertes, les fameux green bonds. Après, on a aussi des obligations qui vont avoir des coupons qui vont être indexés justement sur la transition climatique. Et donc ça, ce sont des choses assez intéressantes à regarder au sein de la classe d'actifs obligataires. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai qu'on pense souvent aux actions. Les actions avec certains secteurs, certaines valeurs qui vont justement permettre de privilégier les enjeux de la transition. En tant que porteur de solutions, en tant qu'acteur de la transition énergétique, parce que acteurs polluants, mais qui cherchent justement à transformer leur modèle. Alors aujourd'hui, plutôt en tant qu'acteur, en tant que solution, puisque c'est vrai que ce qu'on a constaté au cours des 2 dernières années, alors on est sur des thématiques de très long terme en fait, sur la transition climatique, la transition énergétique. Si on reprend ces notions-là, on est sur du très long terme. On est sur des investissements sur 5, 10 ans ou plus. Et ce qu'on a constaté, ce que les investisseurs ont pu constater bien évidemment au cours des dernières années, c'est qu'il faut relativiser la performance financière par rapport à la performance extra-financière. Alors la performance extra-financière, c'est quoi? C'est justement atteindre des objectifs en termes de réduction, par exemple, d'émissions carbone. Mais ça peut aller de pair aussi avec une performance financière. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer de concilier les deux. Après, on ne va pas se mentir, c'est les fonds climat, ils ont souffert. Ils ont beaucoup monté 2020-2021. Ils ont souffert en 2022 et en 2023. On peut imaginer que ça puisse rebondir? On peut tout à fait imaginer que ça pourrait rebondir cette année. Alors c'est vrai qu'il y a eu des sous-performances par rapport à des indices plus traditionnels. Après une grosse performance de 2020-2021, il faut le rappeler aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond sur certains secteurs, sur certaines valeurs. Alors si on regarde par exemple les fonds plus orientés sur le climat notamment, alors chaque société de gestion a ses procédures, ses process d'investissement, mais c'est vrai que si on regarde les fonds climat, ils ont plutôt eu tendance à sous-performer. Et c'est vrai que ce sont des fonds qui étaient plutôt positionnés sur des solutions d'investissement. Et ces valeurs-là peuvent rattraper. Et c'est vrai que quand on regarde les secteurs en particulier et les valeurs en particulier, on a notamment le secteur de la santé qui a été un peu décrié ces dernières années. Et notamment, il y a eu un gros sujet l'année dernière, en 2023, c'était aux États-Unis sur le secteur de la santé, tout ce qui était lié à l'obésité. Mais en fait, ce sujet a accaparé les marchés pendant une grande partie de l'année. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui n'ont pas été, on va dire, vraiment regardées par ce prisme-là, peuvent sans doute rattraper également les valeurs qui ont plus profité de cette thématique-là l'an dernier. Transition énergétique, et on finit là-dessus, aux États-Unis, qui a largement bénéficié de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. Si d'aventure Donald Trump était élu ou réélu, est-ce que ça change complètement, ça remet en cause tout ça? Alors en fait, pas tant que ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi vous dites ça? Comment vous savez? Alors en fait, parce que la plupart des investissements qui sont inclus dans ce package, je rappelle que c'était un plan de relance qui avait été initié par Joe Biden en 2022 et qui avait le nom de Inflation Reduction Act, donc réduire l'inflation. Mais en fait, dedans, il y a eu la baisse des prix de certains produits pharmaceutiques, mais c'est aussi un plan justement pour la transition écologique et qui bénéficie à surtout des États républicains. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il serait assez étonnant que Donald Trump, s'il était élu, allait vraiment changer ce programme et l'arrêter. Ça serait étonnant. Allez, merci à vous. Explication signée Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions chez Ophi Invest AM. Merci à vous. Merci David. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.